Bonjour, vous avez l'habitude d'Eco Sport News avec Souad Soulimani. Voici un petit nouveau magazine, Eco Sport Mag, où on se paye le luxe de décrypter et surtout même de parler d'avenir, ce qui est quand même un luxe assez rare dans le sport. Alors justement, on va essayer de se projeter aujourd'hui, parler du football des années 2030. C'est assez ambitieux, certes, mais quand on voit tout ce qui se passe, la querelle entre la FIFA et l'UEFA autour d'un projet de Ligue mondiale, la tension entre l'UEFA et les ligues nationales au projet de la future formule de la Ligue des champions, des projets de ligue fermée entre top clubs. Bref, on s'aperçoit que depuis 2015, depuis la chute du système Blatter, depuis le FIFA Gate, il s'est passé tellement de choses qu'on peut essayer de se projeter et s'interroger surtout beaucoup sur l'avenir. Et pour ça, j'ai besoin des éclairages importants de Jérôme Gessel, tout d'abord. Bonjour. Grand reporter, auteur de quelques ouvrages sur le milieu du football qui pourraient être en rapport avec nos thèmes d'aujourd'hui. Oui, évidemment, avec la face cachée du foot business, qui a déjà une dizaine d'années. Et puis le tout nouveau bébé, qui est un livre avec Michel Platini, Entre nous, où justement il délivre lui aussi sa vision du football de demain et pourquoi pas des années 2030. L'économiste de sport, qui est Vincent Chaudel, est également à nos côtés, Bonjour. Fondateur de l'Observatoire du sport business, très impliqué aussi dans la création de ce magazine. Oui, c'est un enjeu régulier avec l'Observatoire d'aller plus en profondeur sur les phénomènes autour de l'économie du sport. Et justement, on voyait là le Conversio Humanus Est, c'était une tentative il y a 5 ans déjà de se poser des grandes questions sur l'avenir du foot. Oui, nous avions travaillé avec un think tank qui s'appelle Présage sur une notion de prospective et on avait imaginé en 2014, on se disait qu'à horizon 15 ans, donc 2030, il pourrait se passer beaucoup de choses dans le football. On avait imaginé 4 scénarios. Un autour de l'Union européenne qui conforterait les instances avec une Euroleague, mais une Euroleague qui conserverait les positions des institutions. Un autre scénario avec la prise de pouvoir des médias, on l'avait appelé la Beansport League. Un autre scénario ensuite avec une approche de NBA, c'était la World Major League Soccer, avec un pendant américain bien évidemment. Et puis un dernier scénario qu'on avait appelé Marquee Player, qui est la prise de pouvoir des joueurs et de leurs agents. Façon ATP. Façon ATP, exactement. Voilà, c'est notre ami Lionel Maltese qui avait dû développer cette thèse. C'était Lionel, évidemment. Exactement. Bon. C'était un des thèmes très intéressants, évidemment, qui avait été développé. Je vous propose d'ailleurs, puisqu'on est 5 ans après, enfin on est en 2020 maintenant, presque 6 ans après, de voir un petit peu thème par thème, pas exactement peut-être les mêmes discussions exactement, mais thème par thème, ce qui a avancé ou pas avancé. Et le premier thème, on a fini par ce thème des marquee players. Est-ce que les joueurs, qui est le patron en quelque sorte? Est-ce que ce sont encore les institutions? Est-ce que les joueurs, quelque part, deviennent le patron? Vu de l'extérieur comme ça, on va commencer avec vous, Vincent, peut-être. On a l'impression que non, ça c'est pas vraiment, enfin pas encore, en tout cas pas encore déroulé. Oui, je crois qu'on peut dire pas encore effectivement parce que on a quand même eu l'impression que pendant de nombreuses années que les joueurs allaient là où ils voulaient, quand ils voulaient. Et, le mercato de l'été dernier, où des joueurs comme Pogba, qui avait clairement dit qu'il voulait aller à Madrid, des joueurs comme Neymar, qui avait dit clairement qu'il voulait aller à Barcelone, on se rend compte que c'est pas nécessairement eux qui ont conservé le pouvoir et il y a un retour en force, je trouve, des clubs. Alors jusque quand, je ne sais pas dire. Alors, moi, je serais plus nuancé que Vincent parce que je trouve que c'est un peu dans l'air du temps, justement. On sent ici ou là poindre des envies de prise de pouvoir des joueurs et surtout des agents. Je pense que ce sera d'abord les agents qui seront, à mon avis, les protagonistes les plus importants dans ce dossier-là. Maintenant, il existe des instances, comme la FIFPro, qui pourrait être cette instance génératrice pour que les joueurs prennent le pouvoir. Après, il faut aussi une figure un peu qui incarne ça. Donc ça pourrait être soit un grand joueur en activité ou plutôt un grand joueur retraité, on ne sait pas. Il y a des noms qui circulent ici ou là, mais il faudrait qu'il y ait une incarnation en tout cas pour justement fédérer, parce que ce n'est pas évident de fédérer des joueurs qui ont souvent des intérêts qui ne sont pas forcément liés. Je voulais qu'on ait le témoignage de Didier Poulmer, qui est un avocat
qui a beaucoup travaillé dans le sport, notamment sur la reprise, par exemple, de l'OM par Franck McCourt, qui a travaillé sur le dossier Gourcuff pendant des années, qui est très impliqué. Je voulais justement parce qu'il a ce côté avocat, pas agent, mais enfin qui est représentant de joueurs, etc. Je voulais avoir son opinion, qui remonte elle aussi à 5 ans. Donc c'est intéressant de voir son opinion sur le sujet. Quand on analyse la structuration des revenus du football aujourd'hui, l'image est au cœur de l'essor économique du football. Parce que si la télévision n'avait pas injecté tout ce qu'elle a injecté, le football ne serait pas là où il est sur le plan économique. Et qu'est-ce que la télévision est venue chercher quand elle a investi dans le football et quand elle est venue acquérir les droits de retransmettre l'image? Elle est venue acheter de l'image, elle est venue acheter un spectacle, elle est venue acheter de l'image. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les performances et le spectacle sportif, il est ou pas au rendez-vous. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que cet investissement qui a été fait dans le football, il est parti du principe que l'image du terrain serait formidable, mais que l'image de l'à côté serait aussi pas mal. Or, les 10 dernières années dans le football, et si on met de côté le FIFA Gate récent, c'est quoi? C'est des affaires sur le plan pénal, avec des joueurs qui vont voir des prostituées, ce sont des joueurs qui font la grève dans un bus alors qu'ils sont en train d'accomplir un rêve de gamin qui est d'être dans la Coupe du Monde de football. Donc l'image des joueurs à côté n'a pas été, à mon sens, à la hauteur de ce que peuvent être les attentes de ceux qui investissent dans le sport, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les sponsors. Il faut que les athlètes aient confiance dans ceux qui les représentent, et il faut que ceux qui les représentent aient confiance dans les athlètes. Et de ce que j'ai pu voir à mon niveau, qui est un petit bout du sport, je n'ai pas vu cette confiance-là. Et je ne pense pas qu'on puisse, comme dans un couple, prospérer et avoir une belle durée de vie si on n'a pas la confiance réciproque. Je pense que l'idée de se dire qu'en 2030, les joueurs et leurs agents aient pris le pouvoir n'est pas une fiction. Pour les raisons que j'indiquais précédemment, c'est que plus le fossé entre les gouvernants et les athlètes eux-mêmes se creuse, plus on peut imaginer qu'à un moment donné, ce fossé soit tellement grand que les athlètes bien entourés se disent « mais finalement, pourquoi on a besoin de ces gens-là, puisqu'on est, au fond, le business, il est organisé autour de nous ». Donc c'est intéressant ce qu'il dit sur l'image, l'importance de l'image du sport et des sportifs. Pour l'instant, c'est le frein. Effectivement, c'est un frein. Après, je pense aux agents aussi de juguler ça. C'est-à-dire que pour le moment, je trouve que les agents, ils sont davantage tournés vers les transferts, les commissions sur les transferts, faire bouger un petit peu les joueurs de club à club. Mais ils devraient avoir, je trouve, une vision un peu plus transversale et aussi s'occuper davantage de self-branding, c'est-à-dire de l'image du joueur à moyen terme, et pas seulement faire des coups d'argent à travers les transferts, mais vraiment d'avoir un réel accompagnement. Ça se fait de plus en plus avec des agents d'image qui viennent aussi de plus en plus garnir l'écurie des joueurs, et je pense que c'est aussi de nature justement à gommer ces scories qu'on retrouve un petit peu dans le monde du football. Oui, parce qu'à la fin, Didier Poulmer, il ouvre un peu la porte en disant c'est une fiction pas si réaliste que ça en regardant 2030. À horizon 2030. Oui. Je pense que ça reste une option et qu'elle se tient. C'est-à-dire qu'on voit bien. Je pense que là-dessus, il y a un exemple concret qui est le tennis. On a évoqué tout à l'heure le scénario. Mais c'est un sport individuel. C'est vrai. C'est plus simple peut-être. Regardons ce qui est en train de se passer entre l'ATP Cup et puis la nouvelle formule de Coupe Davis, où on voit qu'il y a un projet qui est porté d'un côté par Gérard Piquet et Cosmos avec Rakuten et Nadal. Et puis de l'autre côté, il y a Djokovic qui est à la tête de l'ATP et qui porte son projet. Il y a Federer également avec son projet de l'Ever Cup. Donc on voit bien que des grands champions à l'aura très importante et une aura positive peuvent faire bouger des lignes. Alors, ce qu'évoquait tout à l'heure Jérôme, c'est peut-être que au niveau d'une FIFPro ou d'une structure qui représenterait les sportifs incarné par un grand champion légitime, pourrait peut-être faire bouger les choses. En tout cas, si les joueurs ne prennent pas leur destin en main, si les instances laissent la chose leur échapper, des acteurs comme les sponsors, on voit Nike a su faire Jordan, Nike s'investit énormément sur Cristiano Ronaldo, et on voit aujourd'hui
que Nike aide Mbappé à lancer sa marque. Donc, d'une marque à l'autre ou d'un événement à l'autre, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici 2030. Imaginons, en tout cas, on va se laisser la possibilité d'imaginer qu'un jour les joueurs pèsent sur les décisions, pèsent sur la récupération, les calendriers, la récupération des joueurs, pèsent sur toutes les négociations de divers types, sur les formules de compétition, pourquoi pas. On peut imaginer un football sans l'UEFA ni la FIFA, mais on ne peut pas imaginer un football sans les joueurs. Sans les joueurs. C'est dur, c'est une bonne conclusion. C'est pas mal. On va aborder le deuxième thème, qui est peut-être encore plus naturel et encore plus immédiat, c'est sport et médias. On sait que les médias, à travers les droits télé particulièrement, il y a une interdépendance très forte entre la valorisation du sport, des partenaires qui sont investis dans le sport, etc., et la valorisation des médias à travers soit de la pub, des abonnements, etc. On en parle d'abord. Est-ce que là aussi, on peut imaginer un sport, c'était un peu votre scénario de 2014, un sport organisé par les médias, c'est-à-dire des médias qui disent la FIFA, l'UEFA, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai les moyens d'organiser mon épreuve, de faire un calendrier, de faire ce que je veux. Oui, c'est pas une idée nouvelle, hein, parce que si on reprend par exemple la genèse du Tour de France, par exemple, au départ c'est organisé par un journal qui s'appelle Lotto, donc ça peut être quelque chose qu'on peut aussi bien imaginer aujourd'hui. Et la Coupe d'Europe a été créée par l'équipe, sur l'idée de l'équipe. Voilà, mais après délégué quand même à des instances. Quand même. Ouais. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut imaginer qu'un grand groupe média puisse être à la fois l'organisateur et le diffuseur de son événement. Et ça, ce serait absolument formidable, en tout cas pour eux, parce qu'ils pourraient avoir tous les tenants et les aboutissants et tout contrôler. On l'a vu dans l'histoire aussi, en hémisphère sud, dans le rugby. Le groupe Murdoch a organisé le rugby, le Super 12. Le Super 12 a modifié bien sûr. Complètement les compétitions de clubs dans tous ces continents. C'est un phénomène ces pays. Qui serait nouveau dans le football, mais ça ne serait pas un phénomène nouveau dans l'organisation du sport en général. Ce qui me semble surtout intéressant par rapport à ce scénario-là, c'est qu'entre 2014-2015 et aujourd'hui, il y a des acteurs télé que l'on croyait sortir du sport, qui sont les acteurs en clair, qui reviennent, parce que le sport... Oui, TF1 reprend la finale de la Ligue des Champions, par exemple. Et ils sont revenus dans les appels d'offres, et ils ont gagné des appels d'offres, ou du moins, ils partent en bataille avec d'autres, alors qu'on imaginait la page de la télé en clair tourner. Mais le sport a cet avantage-là, c'est que c'est du live. On a envie de voir le match en direct, et donc ça permet de capter une audience que les télés classiques, j'aurais tendance à dire, ont perdu avec la diffusion des films, avec la SVOD désormais, où on peut regarder quand on veut. Donc ça leur a échappé. On a d'autres acteurs qui arrivent aussi, les fameux GAFA, et qui peuvent chambouler le tout. En revanche, on ne sait pas trop encore quels sont vraiment les business models des uns et des autres. Mais on voit des choses bouger. Les GAFA pousseraient très certainement, j'imagine, si le jour où ils veulent vraiment influencer tout cela, ils pousseraient très certainement vers des thèmes qu'on va aborder ensuite. C'est la création de ligues mondiales, de choses mondiales, parce que les GAFA, c'est totalement international par définition. Je sais qu'il y a un secret qui est bien gardé au sein de l'UEFA, mais ils voudraient faire, à travers un des GAFAN, une espèce de semaine du football. C'est GAFAN, il faut ajouter le N pour être branché. Voilà, exactement. Ça veut dire quelque chose en plus que GAFA. Netflix. C'est le Netflix. Oui, voilà, exactement. Oui, on peut l'incorporer désormais. Mais bien sûr, ils sont assez puissants. Et justement, il y a cette idée de faire une semaine H24, c'est-à-dire 7 jours sur 7, H24, que du football, au niveau international. C'est-à-dire que l'internaute ou le téléspectateur, ça dépendra du support, pourra voir pendant une semaine que du foot en flux continu. Il faudra qu'il soit dopé quand même. Ah oui, vous parliez du téléspectateur. Ah oui, pas le joueur. Mais là, vous enterrez un peu vite, excusez-moi, surtout moi, ça me concerne un peu, vous enterrez un peu vite le modèle classique des pay TV. Aujourd'hui, les appels d'offres, jusqu'à nouvel ordre, et notamment dernièrement, ils ont été gagnés par Canal+, Bein aussi. Oui, mais voire Mediapro qui a l'air de faire des choses, qui a l'air de vouloir s'installer comme une chaîne de pay TV également normale. Oui, en fait, ce que l'on voit quand Internet est arrivé, on s'est dit c'est la fin de la presse.
Et quand la télé est arrivée, on s'était dit aussi que c'était la fin de la presse, voire même la fin de la radio. Et on se rend compte qu'à chaque fois, ce ne sont pas des acteurs qui vont faire disparaître d'autres, mais ce sont des acteurs qui complètent le paysage. Eh bien là, je pense que c'est la même chose. Les acteurs de télé classique, anciennement hertzienne, et les acteurs de télé payante ne disparaissent pas, mais il y a d'autres formes de télévision ou de diffusion médiatique. La vraie question qui reste quand même, c'est de trouver le bon business model. Et aujourd'hui, tout le monde se cherche un peu à ce niveau-là. C'est vraiment ça le problème, je crois. Exactement, Vincent. Et d'ailleurs, un des grands dirigeants de Facebook a expliqué qu'il n'entrait pas tout de suite dans le match, justement, des droits télé, parce qu'ils se sentaient encore un peu immatures et qu'ils avaient besoin, justement, de penser leur business model. Mais je pense qu'on en aura bientôt... ils vont bientôt rentrer dans le match. Je pense que la prochaine fois, ils seront vraiment très présents. On va écouter en tout cas un nouvel acteur sur le plan français, puisque Jaume Héroux reste le catalan à travers Mediapro est entré dans le... Et justement pour s'interroger sur sa vision, est-ce qu'elle est traditionnelle pay TV? Est-ce qu'elle est déjà ouverte à d'autres moyens de diffusion? On l'écoute, il a été interrogé à l'occasion du colloque NPA Le Figaro, je crois. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que les Américains ont une puissance de feu très très grande, non? Parce que toute la liste que vous avez nommée, c'était des offres américaines. Je crois que l'Europe est en retard, c'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils font, c'est que nous sommes en retard parce qu'on n'est pas capable de bâtir une offre européenne, je ne vais pas dire alternative, mais existante, pas seulement pour les Européens, mais aussi pour tout le monde. Non? Et ça, c'est une carence que quelqu'un doit voir comment on le fait, surtout, peut-être que c'est possible si on s'est basé sur les telcos européennes, etc. Mais il manque une offre européenne unique, mais diverse. Qu'est-ce qu'il veut dire, Vincent, qu'à un moment, il va falloir élargir, que les droits télé réduits à un pays, ça évoluera, ce sera plus européen, que le territoire sera mondial, européen, et sera quoi? Je pense qu'on peut même dire au présent cette phrase-là. C'est-à-dire que les montants dont on parle et qui font tourner la tête à beaucoup de personnes, et je comprends bien évidemment pourquoi, c'est parce qu'on a fini, on a quitté la dimension nationale, on n'est même plus sur une dimension continentale, on est sur une dimension mondiale. Et c'est la grande force des GAFA, des GAFAN, parce que eux, leur terrain de jeu, c'est le monde. Et par rapport à cela, si le football aujourd'hui, le barycentre de l'économie du football est en Europe, le problème, c'est que les acteurs dont on parle, les GAFAN et autres, ils sont soit américains, soit chinois, mais ils ne sont pas européens. On n'a pas d'acteurs, on n'a pas le Netflix européen, on n'a pas le Google européen, on n'a pas non plus l'Amazon européen. Il y a Amazon, certes, mais il y a Alibaba. Il y a ce type d'acteurs-là et on ne les a pas, nous, en Europe. Donc, si le football est très fort chez nous, le problème, c'est que les acteurs capables de le financer, de le développer ou de le capter ne seront pas chez nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain ? En tout cas, ça ouvre cette discussion sur l'internationalisation du foot. On voit bien qu'il y a et c'est un autre des scénarios d'ailleurs que vous aviez évoqué en 2014, on voit bien qu'on va à un moment ou à un autre, les formules de championnat et autres vont complètement évoluer et on va vers quelque chose de à minima européen, voire peut-être mondial. Et qu'est-ce que ce sera ? Ce sera des ligues ouvertes, ce sera des ligues fermées. C'est quoi l'avenir ? Alors les clubs aujourd'hui militent plutôt pour une ligue fermée, en tout cas les grands clubs. Les grands clubs, pourquoi ? C'est simple, pour pouvoir avoir une visibilité sur leur budget et puis qu'il n'y ait pas de catastrophe en cas de relégation, ce qui arrive d'ailleurs, on le voit. Voilà, exactement. Ce genre de grands noms. Donc là c'est vraiment une espèce de pierre d'achoppement en tout cas entre les grands clubs et les clubs plus modestes. Alors, est-ce qu'il y aura différentes compétitions en fonction du prestige de chaque club ? Tout ça est encore aujourd'hui en gestation et à définir. Alors, on a entendu effectivement Florentino Pérez évoquer ça. Enfin, on ne l'a pas entendu. Il l'a fait discrètement, mais ce n'est pas assez, visiblement, évoquer ces possibilités d'une ligue européenne et autres. Je vais d'abord entendre, parce que ça va nourrir votre débat, Grégory Bollet, qui est
l'ancien directeur marketing de Citigroup, donc le groupe créé par Manchester City, qui était aussi au partenariat international du côté de la Liga. Et il a une vision intéressante parce qu'on a l'impression de parler de grand business. Mais c'est quoi aujourd'hui un grand club pour lui ? Les clubs européens de football ne sont pas des multinationales, ce sont plutôt des PME. En Ligue 1, les effectifs, les salariés en fait de ces clubs varient entre 20 à 700 employés dans le cas du Paris Saint-Germain. On ne parle pas de multinationales comme mes derniers clients par exemple à la Liga, Unilever 160 000 salariés à travers le monde ou Budweiser 250 000 salariés à travers le monde. Le seul cas où on pourrait parler d'une multinationale, c'est peut-être le cas de City Football Group qui a été développé via en fait la puissance financière d'un État qui s'appelle Abu Dhabi, qui a permis en fait de mutualiser les compétences à la fois marketing et sportives, c'est-à-dire la compétence football, autour en fait d'un conglomérat de clubs. C'est parti au départ d'un club qui s'appelle Manchester City, qui fait partie de la meilleure ligue au monde en termes économiques, c'est-à-dire la première ligue, et ensuite elle s'est rapidement développée en créant New York City, puis Melbourne City, puis en rachetant un club à Yokohama au Japon, puis un club en Chine, puis un club en Uruguay, puis un club à la Liga qui s'appelle Gijón, et plus récemment le club de Mumbai FC. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'une multinationale, mais on parle vraiment d'une vision vraiment globale qui permet en fait à des acteurs ou des fonds d'investissement du type Silver Lake, des fonds d'investissement américains, de s'intéresser à l'activité football comme une industrie globale. Alors c'est à la fois du gros business, le foot, mais finalement, ça reste des PME, c'est ça qui développe. Et est-ce que justement, ça ne limite pas ce fantasme un peu ouvert aujourd'hui d'une croyance que demain, ça va être un big business mondial ? C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, en France, on connaît un personnage déterminant pour le football français qui est Jean-Michel Aulas. Il est énormément plus connu pour l'Olympique Lyonnais que pour Cégide, la société qu'il a créé, qu'il a bâti, qu'il a introduit en bourse et qui emploie bien plus de personnes que ce qu'est un club de football comme l'OL qui reste une PME. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a des acteurs qui restent des PME, de belles PME pour certaines, mais qui ont une puissance médiatique comparable à des multinationales. Donc on a du mal à bien comprendre cette dimension-là et c'est pour ça que dans ce qu'on évoque, la relation aux médias là tout à l'heure, oui, ils ont un intérêt pour les médias, ils représentent un intérêt pour les médias, mais s'ils veulent ferrailler économiquement avec les médias, ils n'ont pas, à mon avis, les reins aussi solides que les médias ou les GAFAN qu'on a évoqués, et qui peuvent, du jour au lendemain, prendre le pouvoir parce qu'ils en ont les moyens économiques. À l'horizon 2030, ça peut changer. Les clubs peuvent être eux-mêmes le moteur d'un changement vers une ligue mondiale, par exemple. Oui, on voit par exemple l'ascension extraordinaire du Paris Saint-Germain depuis désormais 2011. Et on voit que d'année en année, le club prend de plus en plus d'importance. Et puis, il y a d'autres modèles, comme évidemment celui qu'on a évoqué, Manchester City. Ça devient quand même aujourd'hui des mastodontes. Alors, il reste encore au stade de PME, mais avec énormément d'argent. Et pourquoi pas, après, la possibilité, effectivement, avec des alliances, d'être, pourquoi pas, des créateurs même d'événements. On parle d'une ligue mondiale. Faut jouer, on joue où ? Ça devient très très compliqué à tout point de vue, géographique, les horaires, les machins. C'est très très compliqué à mettre en place. Oui, c'est probablement pour cela qu'on est resté sur un fantasme autour de cette Ligue mondiale et que des projets comme celui de Mediapartner, on s'en rappelle, avaient été développés mais n'ont jamais vu le jour. On attend de trouver cette solution-là. Elle passe par un mode de financement, mais ce mode de financement, c'est quel est le payback ? Comment je rentre dans mes sous et pour l'instant, on aimerait bien imaginer Flamengo ou River ferrailler régulièrement avec Manchester United, la Juve, mais on se rend bien compte qu'il y a quelques problèmes et qu'on n'arrive pas nécessairement à le financer. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que quid des championnats nationaux ? Aujourd'hui, les championnats
nationaux qu'on éventuellement moque à partir de la 5e place. D'ailleurs, bizarrement, c'est celle de la France. Mais après, tout le reste, on dit, oh là, ces petits championnats, c'est rien du tout, etc. Bon, c'est des pays, on parle de pays qui ont déjà gagné des tas de Coupes d'Europe, etc., dans ces championnats dits négligeables. Est-ce qu'on peut se priver délibérément de cette économie-là en disant, bon, tout ça c'est dépassé, on met des superstars en haut et puis en dessous ça vaut Non, plus je rien. pense pas. Bon, il y a un championnat qui domine tout, c'est la Première Ligue, Oui. Qui est Économiquement, quasiment ouais. en soi déjà qui est presque une ligue mondiale entre guillemets, enfin dans la façon de le présenter, le marketing, les joueurs, etc. Après, je pense que les fédérations devront repenser leur championnat domestique. Peut-être qu'il y a trop d'équipes. Quand on voit qu'il y a 20 équipes en France, il faudra peut-être avoir des championnats qui soient plus ramassés à ces équipes pour justement permettre d'autres compétitions de voir le jour. Et ça, c'est peut-être même avant 2030. Hein, moi, La Ligue 1 était à 18. On Oui. est remonté à 20, peut-être pas pour de bonnes raisons d'ailleurs. La Bundesliga est à 18. Elle s'est posé la question de passer à 20, elle est restée à 18. Oui, La Serie A était à 16 dans les années 80. bien Tout sûr. à fait. Voilà. Donc, Et ça donnait quand même un championnat quand même extraordinaire. À l'époque, à le fait. championnat italien était le meilleur Tout à fait. du monde, Mm. en dépit de ses équipes. Donc il n'y a pas de contradiction avec le nombre d'équipes et la qualité du championnat. Pour finir, parce que ça fait un peu partie de la même réflexion, est-ce qu'on arrivera aussi demain à quelque chose qui ça ressemblera à une NBAisation en quelque sorte du football, avec des formules en play-off, une formule géographique qui fait on jouera un peu à Hong Kong, un peu à New York, un peu à Manchester de temps en temps peut-être. mais je crois surtout que la Ligue mondiale telle qu'on l'imagine au départ, elle se heurte à plusieurs problèmes. Elle a un problème déjà sportif qui est l'hétérogénéité des compétiteurs. C'est-à-dire qu'en Europe, on le voit avec la Champions League, on a une bonne dizaine de clubs qui se trouvent bien au-dessus des autres. Mais si on les met au quotidien face à, on a vu Qatar 2019, La Coupe du Monde des clubs. la ouais. Coupe du Monde des clubs, il y avait l'Espérance Tunis, il y avait aussi un club de Nouvelle-Calédonie. On se rend bien compte que sur un match, il peut se passer beaucoup de choses, mais sur une saison régulière, Ouais. Il ne ça- se passera rien, on est bien d'accord. il n'y aura pas de miracle. Donc il y a ce Mais sujet-là. la nouvelle formule voulue par Infantino, enfin par la FIFA, qui Vous est pouvez censée dire démarrer, qui est censée démarrer en 2021, elle peut contrecarrer l'opinion de Vincent, parce qu'il y aurait 8 clubs européens et autres, ou finalement non. Est-ce que ça c'est encore une réflexion de l'ancien monde, ou Ouais, est-ce que c'est déjà le nouveau monde? Alors, ça pourra fonctionner si l'UEFA est OK. Et quand on connaît aujourd'hui les relations entre l'UEFA et la FIFA, je pense que l'UEFA va mettre des bâtons dans les roues pour que la Coupe du Monde des clubs 2021 soit pas évidemment un succès, parce que chacun joue pour sa partie. Cette Coupe du Monde des clubs au Qatar en 2019, la Coupe du Monde qui arrive en 2022, montre quand même qu'on est en train de glisser de l'Europe Vers l'Est. vers l'Est, vers l'Asie. Le hein. Grand Il y a eu- Est, ouais. il y a eu la Oui. ruée vers l'Ouest et aujourd'hui Ouais. il y a la ruée vers l'Est. C'est intéressant ce que dit Vincent, parce Ça que commence par les pays du Golfe. On en est exactement aujourd'hui. Parce non qu'on parle effectivement, on parle beaucoup de football 2030, ses développements, etc. Et ça, c'est un chapitre qui m'est cher, ainsi qu'à Michel Platini. Il a eu le courage, lui, de dire qu'il avait voté pour le C'est vrai. Qatar. Mhm. C'était justement cette volonté de développement du Et football. ça lui a pas porté. Ça lui a pas porté beaucoup vraiment chance, mais bon, chance, après, il ouais. faut assumer ses choix, et lui, c'est un homme qui les assume. Il a décidé, avec force, de prouver au monde que le Qatar pouvait accueillir la Coupe du Monde 2022 dans le cadre du développement du football, en se disant, mais le football, il n'appartient pas uniquement à l'Angleterre, aux États-Unis, à la France, à l'Europe occidentale, mais il doit aussi être diffusé dans des pays qui ont été jusque-là complètement abandonnés par le football et qui n'ont jamais eu la chance de créer une compétition comme la Coupe du Monde. Donc,
Il y a eu beaucoup de fantasmes auprès de la Coupe du Monde 2022, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à la lecture et au retour d'expérience de la Coupe du Monde des clubs 2019 à Doha? C'est-à-dire que les chaleurs caniculaires, l'apocalypse qu'on nous prédisait au mois de décembre, En hiver, il n'y a pas. n'a pas eu, d'apocalypse, n'a pas eu lieu puisqu'il fait 25 degrés. On peut tout à fait, c'est la température idéale pour jouer au football. Il y a eu du très bon spectacle. Les stades sont prêts. Et je pense, et c'est ce que dit aussi Michel Platini dans son livre Entre nous, lui, il pense, mais il le dit avant, pas par opportunisme, mais parce que c'est une vraie conviction, il dit que la Coupe du Monde 2022 sera l'une des plus belles qui n'ait jamais été organisée. Pourquoi? Parce que même les spectateurs qui se rendront sur place pourront pour la première fois aller voir 3 matchs dans la journée. C'est vrai, parce que c'est pas loin. Ouais. Puisque l'espace géographique est... Et en 2026, ce sera exactement l'inverse. Et en sera 2026, impossible de voir 2 matchs même en 3 jours. Donc au moment où on parle de la taxe carbone, etc., on peut dire que même la Coupe du Monde 2022 au Qatar sera plutôt écologique. Alors là, ça c'est les pays du Golfe, mais Vincent, vous parliez déjà de la Chine, vous étiez déjà en Chine, donc Oui, allons-y. oui. Est-ce qu'on peut même imaginer que... parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de club chinois, enfin pas à notre connaissance, pas à un niveau suffisant. Est-ce qu'on peut même imaginer que demain, le football sera tellement international que le meilleur joueur du monde évolue en Chine? On peut même en prendre les paris. Juste pour rebondir... Enfin, quand je dis un jour, c'est 2030, en l'occurrence. Oui, c'est notre objet aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe effectivement vers cette tectonique des plaques, cette dérive vers l'Est, c'est que on a une dérive géographique et on a une dérive aussi au niveau du calendrier, avec un calendrier qui arrive plutôt vers l'hiver. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la compétition, parce que les joueurs ne seront pas usés par leur championnat. On devrait avoir une belle compétition. Mais sur cette dimension chinoise, évidemment, on voit que les Chinois ont une puissance financière qui leur permet d'attirer des grands joueurs, plutôt sur la fin de leur carrière aujourd'hui. Mais surtout, quand on rentre dans le modèle chinois, quand il y a un centre de formation, il y a 2000 gamins. Il n'y a pas 50 gamins. Donc, à un moment donné, l'effet nombre fait que, oui, tôt ou tard, il y aura de très, très bons joueurs en Chine. Oui. Et comme ils ont par ailleurs... Oui, vous voulez dire qu'il sera chinois, il ne sera pas en Chine, il sera chinois. Il sera en Chine et d'origine chinoise. Oui. Donc, il y aura les deux. Et comme par ailleurs, ils ont des grands acteurs, encore une fois, on parlait des GAFA, mais TikTok, qui est un réseau lié sur l'image, qui est le YouTube chinois, c'est déjà très important. Alibaba, qui est l'Amazon chinois, c'est déjà très important. Donc, non seulement on va avoir géographiquement un décalage vers l'Est, mais économiquement, probablement aussi, et sportivement, c'est pas à exclure. On écoute peut-être Philippe Bailly, le président fondateur de NPA Conseil, qui lui vogue vers une ligue mondiale. Une ligue mondiale de football, c'est un projet ou un fantasme, enfin selon le point de vue qu'on en a, qui est tentant, parce qu'effectivement, le soccer, le football, c'est le sport qui est sans doute le plus mondial qui soit. Ça prolongerait les projets de nouvelles Ligue des champions en Europe, qui d'une certaine manière deviendrait déjà une sorte de super championnat européen avec un feuilletonnement tout au long de la saison. Enfin, les difficultés, ou parmi les difficultés, c'est l'hétérogénéité des niveaux quand même. C'est une difficulté toute simple de gestion des décalages horaires. Le football, c'est comme les autres sports. Enfin, ça se consomme quand même, si possible, au moment où il est facile d'être devant l'écran. Donc, le week-end à peu près à n'importe quelle heure, pourquoi pas, mais en tout cas en prime le reste du temps. Et là, comment est-ce qu'on ferait? Et puis, il y a, dernière chose, quand on additionne les enjeux économiques, financiers, médiatiques à vouloir faire un championnat mondial, on est peut-être tenté de reculer, en tout cas d'hésiter devant la lourdeur de la tâche. Pour mémoire, il y a 20 ans, on annonçait déjà une Super League européenne qui n'a jamais vu le jour, justement à cause de ces enjeux, et on verra ce qui lancera en 2024 pour la Super League des champions. Ah oui, il y a 20 ans qu'on parle de ce sujet-là, vraiment, Vincent? Et Media Partner, c'était effectivement au milieu des années 90, c'était le fantasme avec Berlusconi, et
Et c'est aussi à l'origine du surcroît d'argent versé par l'UEFA au club. Et on rentre dans la spirale avec le G14 et toujours plus. Engagez-vous pour finir. Ce sera une ligue fermée, une ligue mondiale. Ce sera la première question, une ligue mondiale. Sera-t-elle fermée? C'est en 2030. Allez. Alors, en état actuel des choses, avec des dirigeants voilà, qui ne sont pas les plus courageux, je dirais, aujourd'hui, je dirais que ce sera une ligue fermée, ce sera la volonté des clubs. Maintenant, moi j'espère qu'il y aura un homme providentiel qui saura lutter justement contre l'hégémonie des dirigeants de clubs et qui saura préserver quand même un petit peu le romantisme du football. On sera déjà à une ligue mondiale ou européenne, fermée, pas fermée en 2030? Non, moi je pense que ça sera ouvert encore, mais en mode play-off, de par la contrainte géographique. C'est-à-dire des tournois Oui, on peut imaginer. Circuit ATP non, mais je pense que déjà, chaque confédération a sa Champions League. Ah d'accord. Ce qu'on a vu au Qatar... Et on réunit les meilleurs. On réunit les meilleurs, peut-être sur une durée plus longue que ce qui s'est passé au Qatar, parce que c'était sur 10 jours. Je pense que ce n'est pas assez. On n'est pas dans l'exhibition, mais presque actuellement. Mais je pense que si on réduit les compétitions, comme évoqué, autour de 16 clubs, on retrouve des dates. Et dans ces dates-là, à un moment donné, on peut dégager une super compétition qui peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Oui, donc vous n'êtes pas sur un modèle une révolution totale, sur une évolution. Sur une évolution plus qu'une révolution, tout à fait. Sur une évolution de ce qui est déjà en route. Eh bien, merci messieurs pour ces grandes prédictions. On vérifiera au long du temps, peut-être tous les 5 ans, on vérifiera où en sont vos prédictions pour 2030. En tout cas, on a été ravis de faire ce premier EcoSport Mag et de développer tous ces thèmes avec vous. Vous pouvez retrouver bien évidemment l'émission sur la chaîne YouTube de l'Observatoire du Sport Business. Pas seulement l'émission, d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les interviews que vous avez vues au long de l'émission. Vous pouvez les retrouver de manière plus complète, plus importante, plus longue et avoir tous les détails. Merci et à une toute prochaine fois.